Épisode du lundi 24 juillet, je vous souhaite la bienvenue à F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon avec un C. Au menu pour vous aujourd'hui, retour sur le Grand Prix de Hongrie et le bloc de réponse à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, par notre Messenger ou notre adresse courriel F1podcast en un mot en commercial gmail.com. Et sans plus tarder, nous débutons avec le week-end de course. Week-end de course en direct du Hungaroring pour le Grand Prix de Hongrie, un circuit que je n'affectionne pas particulièrement comme je vous mentionnais vendredi, mais pas pour les raisons du samedi, plutôt pour les zones de dépassement que ça offre aux pilotes pour le dimanche. Mais le samedi, normalement, ça ne déçoit pas et je ne trouve pas que ça l'a déçu. Je trouve que ça nous a donné un bon spectacle samedi. On sait que ça a un coefficient de difficulté élevé, ce circuit-là, donc ça demande beaucoup aux pilotes. Samedi, ça n'a pas déçu, on a eu un bon spectacle. On a eu aussi l'entrée en matière du nouveau format de qualification. Pour l'instant, je vais me garder encore un peu de temps. Je veux un échantillon plus grand avant de tirer une conclusion si j'aime ou je n'aime pas. Vous savez que j'ai tendance souvent à être un peu conservateur, mais je veux faire preuve d'ouverture d'esprit à toutes ces nouvelles formules-là que la Formule 1 nous présente. J'essaie de voir si on est capable de tirer le meilleur pour ça. Moi, le but, je suis un passionné de Formule 1, donc mon but, c'est de rendre ça le plus intéressant possible et de toujours avoir le meilleur spectacle. Donc, je ne ferme pas la porte aux nouvelles idées, même si je les prends un peu toujours avec une certaine prudence. Là. Je veux pas qu'on dénature ce sport-là, mais pour l'instant, je prends quand même le chemin de ce que Lewis Hamilton disait après la journée de samedi. Je pense que faut faire attention non plus à la journée du vendredi. C'est sûr que là, peut-être qu'on va rendre ça un peu plus... Peut-être qu'on essaie de rendre ça plus intéressant le samedi, mais la journée de vendredi, ça vient créer une certaine prudence chez les écuries et chez les pilotes. On peut pas utiliser tous les trains de pneus qu'on voulait. Là. Donc, les journées de test, les deux séances d'essais libres sont plutôt... c'est pas très achalandé en piste parce que les équipes veulent vraiment restreindre le nombre de programmes qu'on va faire d'essais pour garder nos pneus pour les journées qui comptent. Donc, c'est sûr que là, maintenant, on est obligé de garder des trains de pneus durs, des trains tendres et des trains médiums parce qu'ils sont obligatoires. Donc, on est obligé en Q1 de prendre le dur, en Q2 le médium, puis en Q3 de prendre les gommes tendres. Donc, à ce moment-là, on est obligé de déménager. On en veut aussi pour la course. Ça a toujours été ça a toujours fait partie de la game, si vous me permettez l'expression. Ça a toujours fait partie du jeu d'avoir à conserver des pneus pour les journées de samedi, les journées de dimanche. Mais là, c'est d'autant plus vrai quand on est obligé d'avoir ces trains-là durs. Avant, on pouvait simplement les garder pour la course, faire des tests, en tout cas. Fait que vous comprenez où ce que je veux en venir avec ça. C'est la journée du vendredi. À ce moment-là, les équipes, il y a trop de prudence et les gens, il y a quand même des gens qui payent pour voir ces spectacles-là. On veut aussi que ces journées-là servent à développer la voiture pour avoir les meilleures performances possibles le samedi et les dimanches. Donc, si ces équipes-là sont obligées de couper un peu dans ces programmes-là, on n'a pas nécessairement les meilleures performances possibles dans les journées qui comptent. Donc, c'est cette petite prudence-là qu'il faut garder. Pour ce qui est du spectacle, écoute, on peut pas passer à côté du fait que Lewis Hamilton a signé sa première pole position depuis le Grand Prix de Jeddah en 2021. Donc, jamais on aurait cru ça si on s'était dit justement en 2021 que après la pole position de Jeddah, si on avait dit aux fans de Lewis Hamilton et de Mercedes et même les fans de Formule 1 en général, attention à ce que vous venez de voir, c'est la dernière pole de Lewis Hamilton avant 2023, vous vous auriez sûrement traité, peu importe qui vous auriez dit ça, de fou. Mais oui, c'était le cas. Il a fallu qu'on attende 33 Grands Prix avant de voir le Britannique reprendre une pole position. Il était très heureux d'ailleurs. On avait dit vendredi, Mercedes, là, on jouait un peu la comédie. On se cherchait, on était en fond de peloton. Normalement, on prend vie le samedi. Là, on a réussi à trouver les bons réglages, faut croire, dans la nuit de vendredi à samedi pour vraiment renaître et venir chercher ça. Faut se garder une petite gêne, par exemple. Il y a Lewis Hamilton qui a signé la pole position. Félicitations. Ça a été un tour parfait. Est-ce que la Mercedes est vraiment de retour? Est-ce que la Mercedes est vraiment une voiture de pole position ou c'est Lewis Hamilton qui a vraiment fait un tour parfait et qui a réussi à extraire le meilleur de sa W14? Moi, je vois plus de ce côté-là. Je pense que Lewis Hamilton, il a fait ses preuves. C'est reconnu que le Grand Prix de Hongrie, le Hungaroring, ce circuit-là, c'est son circuit favori. C'est le circuit où il excelle, où il veut vraiment démontrer tout son talent. Donc, c'est sûr que ça, c'est venu pencher dans la balance. Je pense qu'on a eu du grand Lewis
Lewis Hamilton, qui est venu nous faire un tour quasi parfait, même s'il y a eu secteur 2, si ma mémoire est bonne, il y a eu certaines lacunes, mais le reste c'était quasiment un tour parfait, c'était du grand Lewis Hamilton. Il y a aussi le fait, sans enlever le crédit au septuple champion du monde, il y a aussi le fait que Max Verstappen n'a pas pu améliorer son chrono à son deuxième passage. Alors, c'est arrivé au fil d'arrivée, là, c'était 0.003, je pense, de différence entre les deux, là. C'est une feuille de papier, là. Donc, si Verstappen avait réussi à améliorer son temps à son deuxième passage, je pense que le mieux que Mercedes aurait pu il aurait dû se satisfaire d'une deuxième place et pas plus là à ce moment-là. Mais quand même, faut donner le chapeau à Lewis Hamilton. Verstappen n'a pas su améliorer, puis Hamilton a été capable d'aller chercher le meilleur de sa W14 pour signer le deuxième temps. Donc ça nous donne le premier temps, excusez. Donc ça nous donnait un bon départ, un affrontement entre Verstappen et Hamilton, comme on les aime, comme on a eu temps en 2021. Donc c'était le retour de ce genre d'affrontement-là pour la course de dimanche. Donc ça promettait beaucoup. L'autre chose aussi qui était le fun à voir, c'est que les McLaren n'ont pas disparu lors de ce week-end-là. Les McLaren sont bel et bien là pour vrai. Ils nous ont étonnés au Grand Prix d'Autriche. Ils nous ont montré ce qu'ils savaient faire au Grand Prix de Grande-Bretagne. 2 circuits avec des caractéristiques différentes. Et là, on s'est présenté en Hongrie, puis on a montré que les améliorations qu'on a faites, on a décidé de laisser ce qu'on avait pour compte, de vraiment se concentrer sur aller avec la technologie que Red Bull présente, et c'est ça qui est payant. Lewis Hamilton mentionnait qu'il est tanné de répéter à Mercedes qu'il faut emboîter le pas que McLaren a pris, piler sur notre orgueil, puis aller avec ce que Red Bull fait. Et là, je pense que c'est d'autant plus vrai. Lewis Hamilton est en train de gagner son pari, de prouver à l'équipe allemande qu'il faut faire comme McLaren. McLaren le montre, ils sont rendus dangereux. Là. On peut même dire qu'ils ont passé devant Mercedes en frais de performance de la voiture de la MCL 60. Je pense pas que c'est un trop gros statement de dire que McLaren est en train de passer à l'avant de Mercedes et que c'est même déjà fait pour l'instant. Donc, Norris 4e, Piastri, Norris 3e plutôt, c'est le numéro 4 qui était 3e. Oscar Piastri 4e, lui, en autre McLaren, le jeune Piastri qui fait des bonnes choses. Joe, 5e, qui a réussi à se qualifier 5e pour la course. Là, je t'avais de retourner à ce que je vous avais dit vendredi. On se rapproche de là. 6e, Charles Leclerc. Et 7e, moi qui mentionnais vendredi, on va prendre la journée la journée des essais libres, on prend ça puis on met ça à la poubelle. Allez pas gager votre chemise que Valtteri Bottas va être de retour avec sa Alfa Romeo dans sa 7e place, qui va être de retour là. Eh bien, il est là, Valtteri Bottas, il est 7e, il a réussi à faire le 7e temps de la journée de samedi. Donc Alfa Romeo, une donnée que je n'avais pas vendredi, les 2 écuries mettaient un nouveau moteur. Donc on le sait, quand on utilise des nouveaux moteurs, des nouveaux unités de puissance, mais à ce moment-là, ça nous donne un peu plus de chevaux. Un moteur neuf va aller vous donner plus de puissance que des moteurs usés. Donc, ça l'a favorisé grandement Alfa Romeo pendant le week-end d'avoir beaucoup de puissance pour la journée de samedi. Il y a aussi le nouveau format qui est rentré en vigueur aussi. On semble que la voiture, cette voiture italienne-là, est capable de bien chauffer les pneus en pneus durs. On a été capable de soutirer des bonnes performances en médium. Et là, c'est en Gum Town que c'est venu un peu niveler le jeu. Puis on a dû se résoudre d'une 5e et 7e place. Mais c'est un gros accomplissement pour cette écurie-là. On en convient. Surtout que Valtteri Bottas a réussi à se positionner devant la Aston Martin de Fernando Alonso, qui a dû se contenter d'un 8e temps. Ça continue pour Aston Martin, c'est pas facile. On nous avait promis que ça serait bien que la AMR 23 allait bien répondre aux caractéristiques du Hungaroring. Ça n'a pas été le cas. Là, on commence à se gratter la tête un peu de ce côté-là. On voit pas de panique pour l'instant, mais il va falloir résoudre les problèmes parce que là, McLaren a passé en avant de nous, Mercedes a passé en avant de nous, Ferrari dort au gaz, fait que ça c'est correct pour ce côté-là, mais il va falloir se reprendre en main si on veut finir la saison forte et être capable de garder les positions qu'on avait réussi à aller chercher en début de saison. Sergio Perez, 9e. On avait parlé de son sac à dos, il était avec son sac à dos puis il y a du poids dedans, il a réussi à faire le 9e temps. Est-ce que c'est mieux? Non. Je pense pas que c'était satisfaisant, mais encore une fois, Sergio Perez, on le sait, il nous a habitués par le passé. Il est capable de faire du rattrapage le dimanche. Ben, c'est pas une journée de plus, un week-end de plus pendant la saison où il devra faire du rattrapage le dimanche. Et 10e, Hülkenberg avec sa Haas. 11e, Carlos Sainz chez Ferrari, qui ne peut se contenter que du 11e temps. 12e, Esteban Ocon avec Alpine. Daniel Ricciardo, 13e. Félicitations à Daniel Ricciardo. Retour, n'a pas piloté depuis 1 an. A jamais piloté la AlphaTauri. Saute dans la voiture et réussit à battre Lance Stroll avec sa Aston Martin. Fait que,
Lance Stroll, justement, 14e avec un Aston Martin qui a été battu par Daniel Ricciardo et sa Alpha Tauri. Pierre Gasly, 15e. Alex Albon, 16e. Yuki Tsunoda, coéquipier de Daniel Ricciardo, qui perd sa première manche de son affrontement en se contentant du 17e temps. George Russell, 18e. Ça, c'est une catastrophe pour Mercedes. 19e, Magnussen. Et le dernier roulement de tambour, surprise, Logan Sargent, qui se contente du 20e temps. Donc, c'est ce qui résume la séance de qualification. Maintenant, passons au Grand Prix de dimanche. Dimanche de course, Grand Prix d'Hongrie, affrontement Lewis Hamilton, Max Verstappen pour la première fois depuis 2021. Il y a des gens même qui avaient délaissé un peu la Formule 1 à cause que leur pilote, Lewis Hamilton, n'avait pas nécessairement des bons résultats. Bien, ces gens-là ont réouvert leur télévision pour voir cet affrontement-là tant attendu. On le sait d'un côté, même si on joue parfois la partie que non, on s'entend bien, il n'y a rien à faire. Lewis Hamilton n'aime pas Max Verstappen et puis Max Verstappen, ben, se fout pas mal de Lewis Hamilton. Eh bien, on a les deux chacun de leur côté qui s'affrontaient. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps. Il a suffi d'un premier virage ou même du départ pour s'être terminé. Lewis Hamilton n'a pas eu le meilleur départ possible. Max Verstappen, lui, quant à lui, il partait. C'est la place la plus désavantagée dans les 3-4 premiers pilotes là, d'être à la deuxième position. Bien, c'est là qu'on a beaucoup de déchets sur la piste. Il y a beaucoup de difficultés à aller chercher de l'adhérence. On est mal positionné aussi pour nécessairement prendre le premier virage. Donc, il y a toutes ces circonstances-là. La meilleure position pour un départ à Hongrie, c'est la 3e ou la 4e place. La 4e place, où on est du côté des déchets, mais on est capable d'aller chercher beaucoup d'aspiration, d'aller chercher un bon départ à ce moment-là. Donc, mais le plus avantagé, c'était Lando Norris par son positionnement. Mais Lewis Hamilton n'a pas eu le départ qu'il voulait. Max Verstappen, faut pas y laisser deux fois un espace comme Hamilton y a laissé. Il a saisi sa chance, il a pris l'intérieur, il a réussi à se présenter au virage, à prendre le plus large possible pour être sûr de tout couper la possibilité que Hamilton pourrait avoir une bonne sortie de virage et se reprendre dans le virage numéro 2. Eh bien, ça aussi, ce que ça a donné, c'est que Lewis Hamilton n'a pas voulu lever le pied, donc il a été forcé à la limite du circuit. Il a tout ouvert la porte de son côté droit aux jeunes Oscar Piastri et à Lando Norris qui ont sauté sur l'occasion pour s'emparer de ces positions-là aussi. Donc, à ce moment-là, ce que ça a donné, c'est que Lewis Hamilton s'est retrouvé à 4e après le premier tour. Donc, c'était vraiment pas le départ qu'on espérait de ce côté-là. Est-ce que ça nous a donné un bon Grand Prix? Oui, non, le Grand Prix d'Hongrie, le tracé, il n'y a pas vraiment de place de dépassement. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la nouvelle réglementation, ben, les voitures sont capables de se suivre, donc il n'y a pas de marge d'erreur, là. On peut pas vraiment se permettre d'aller faire un tour sur un parc à gravier ou quoi que ce soit, parce que les voitures se suivent vraiment de près. Quand je dis que les voitures se suivent de près, on va garder une exception, là. Il y a Max Verstappen qui a réussi à gagner le Grand Prix par 33 secondes. Pardon? 33 secondes. Oui, vous avez bien entendu. Pendant qu'on dit que toutes les voitures sont en train de rejoindre les Red Bull, que les Mercedes s'en viennent, que les McLaren s'en viennent, que les Aston Martin sont plus là, mais que on est tout en train de supposément réduire cet écart-là, ben Max Verstappen a réussi à nous prouver. Il a dit non, moi je suis dans une classe à part et je vais terminer le Grand Prix avec le plus grand écart qu'on a vu cette saison, c'est-à-dire 33 secondes en avant de tout le monde. Donc, faut lui dire chapeau, c'est tout un accomplissement, puis c'est ça, il a réussi ça à faire ça en fin de semaine. Est-ce que c'est des bonnes nouvelles pour la continuité du spectacle? Ben, ça reste à voir. Mais pour l'instant, ça a été aussi une journée de record. Record, quand je vous dis record, c'est un record de 1988 qui a été battu. On avait 11 victoires de la MP44, la voiture légendaire de McLaren qui avait été pilotée par nul autre que, je ne sais pas si vous les connaissez ces pilotes-là, je vais vous les nommer, Alain Prost et puis Ayrton Senna. Ouais, je pense que vous les connaissez tous. Bien, ces deux pilotes-là ont réussi à décrocher un record de 11 victoires consécutives dans une saison, la saison 1988, ce qui a envoyé la MP44 de McLaren au temple de la renommée de la Formule 1. Eh bien, Max Verstappen, avec Sergio Perez, pas avec Alain Prost ou avec Ayrton Senna, Max Verstappen, avec Sergio Perez, vient de conclure 12 victoires d'affilée, ce qui vient de concrétiser une place à côté de la MP44, la RB19, elle s'en va au temple de la renommée de la Formule 1. C'est certain qu'elle s'en va là. Ça devient une voiture légendaire, historique.
faut aussi souligner l'accomplissement de Max Verstappen parce que contrairement à cette équipe-là de 1988, on ne peut pas dire que c'est une équipe de rêve parce que Sergio Perez ne livre pas la marchandise. Depuis 5-6 courses, on peut même dire depuis Miami, il est au neutre, Sergio Perez. Donc, c'est pas lui qui a réussi à livrer toutes ces victoires-là. C'est Max Verstappen, avec ses nombreuses victoires consécutives, qui a réussi à concrétiser ce record-là. Et c'est pas terminé. On pourrait le pousser plus loin à compter de la Belgique. Je veux pas vous décourager, mais Belgique, ça va être un circuit qui risque d'avantager la Red Bull encore plus. Selon moi, on a vu 33 secondes au Hungaroring, un circuit que certains disaient c'est pas un circuit pour la Red Bull. Et puis, c'est vrai que les caractéristiques, on parle de Red Bull, même si on sait que la Red Bull est rendue bonne dans tous les virages, on est bonne dans tout, là. Bonne dans le virage rapide, virage lent, les grandes lignes droites. On n'a plus besoin nécessairement de lignes droites, mais c'est vrai que c'était peut-être la place où on peut dire que les voitures pourraient jouer le plus égal. On pourrait jouer à jeu égal. Ça n'a vraiment pas été le cas. Oui, le samedi, mais on a vraiment, encore une fois, chez Red Bull, favorisé la stratégie pour la course de dimanche. C'est ce qu'on a eu la chance de voir le dimanche. La voiture était imbattable. Eh bien, à Spa, en Belgique, je pense que ça va être encore plus vrai. La Red Bull risque d'être la place où elle va être la plus dominante. On a des grandes lignes droites, on a des longs virages, c'est un long circuit, c'est des longs tours. Je suis certain qu'on va voir la Red Bull être très, très dominante lors du prochain week-end. Donc, attachez votre sucre, ceux qui ne prennent pas pour Red Bull. Ça risque d'être un week-end assez pénible, mais on va voir ce que les McLaren vont pouvoir le faire, parce que je pense que les McLaren vont être très forts aussi au Grand Prix de Belgique. Donc, pour revenir à notre Grand Prix d'Hongrie, je me suis un peu emballé, là, je suis déjà rendu à Spa-Francorchamps, un circuit que j'adore. Mais pour ce qui est du week-end en Hongrie, eh bien, Lando Norris a réussi à conserver cette deuxième position-là et à résister pour signer un deuxième podium consécutif, une deuxième position pour l'écurie McLaren et pour le pilote britannique. Il était très, très content. Il en a même cassé le trophée de Max Verstappen. Si vous avez manqué la scène lors du podium, Lando Norris a développé une nouvelle technique de cogner sa bouteille sur la marche du podium, donc sa bouteille de champagne, pour essayer d'avoir une plus grosse explosion et un plus gros jet pour asperger les autres pilotes. Eh bien, en faisant ça, ça a donné une vibration dans la marche et le trophée de Verstappen qui était placé sur la plus grosse marche du podium, a tombé et s'est fracassé. Lando Norris il croyait que personne l'avait vu. Il a dit c'est toi qui l'as fait tomber. Finalement, on a dit à Max Verstappen non, c'était à cause de Lando Norris. On a montré la scène. Donc, ça a donné place à certaines comédies. Là, les deux, on rit avec ça. Et on a Max Verstappen qui a dit tu diras à ton boss qui a un surplus d'argent pour venir voler nos employés, d'utiliser ce surplus-là pour m'acheter un nouveau trophée. Donc, c'est le genre de remarques qu'on a eu entre les deux pilotes. Donc, ça a fait rire bien des gens. Sergio Perez qui a remonté le peloton de 9e à 3e. On le savait que c'était faisable. Max Verstappen avait parti 10e la saison dernière pour remonter premier et gagner le Grand Prix. Donc, Sergio Perez, avec une Red Bull encore plus dominante cette saison, c'était pas terminé. Il savait qu'avec une 9e position, c'était possible pour lui de remonter. Il a fait une très belle course. Il a complété des super dépassements. Il a vraiment fait son rattrapage qu'il devait faire. On le sait. Perez, les dimanches, il est capable de prendre vie. C'est les samedis qu'il faut qu'il travaille. Les dimanches, il est capable de livrer la marchandise et il l'a fait en remontant 3e. Lewis Hamilton a réussi à compléter son week-end 4e, lui qui s'était lancé de la première place. Donc, les positions que ça lui a coûté au départ, ça lui a coûté, dans le fond, ça lui a coûté pour toute la course. Il a fini 4e. Oscar Piastri, lui, 5e. Il a eu une stratégie différente de Lando Norris, mais quand même bien défendu sa position. Il a perdu un peu de rythme en milieu de course, mais a quand même réussi à terminer 5e. Si on sait, c'est un pilote recru, première saison, il commence, ça fait à peine 2 Grands Prix qu'il se bat à l'avant du peloton, donc il apprend beaucoup, et je le trouve très calme, je le trouve très très bon. On voit pourquoi qu'il est un pilote surdoué, il y a autant d'écuries qui voulaient l'avoir. McLaren a été prête à s'embarquer dans des batailles juridiques pour l'enracher à Alpine. Et là, on voit vraiment pourquoi. Il y avait même Christian Horner qui avait déjà fait des offres à Piastri par le passé pour l'avoir chez AlphaTauri avec Helmut Marko. Donc, c'est un gars qui a tout gagné. On a des talents qui rentrent en Formule 1. Des fois, on dit, t'as des pilotes, t'as des super bons pilotes, mais Oscar Piastri, c'est un super bon pilote. C'est un gars qu'on peut déjà dire, on peut pas dire qu'il va être champion du monde, mais on peut dire que dans des bonnes positions, il pourrait certainement se battre pour être un champion du monde un jour. Il va appartenir à la crème de la crème en Formule 1, ça c'est sans aucun doute, il le prouve déjà à sa première saison. George Russell, la remontée du jour, selon moi le pilote de la journée,
George Russell a remonté. Et selon vous aussi, j'ai pas pris malheureusement les derniers résultats, mais il était égal à Sergio Perez la dernière fois que j'ai vérifié pour Russell. Selon moi, ça a été lui le pilote de la journée. Il a remonté le peloton, il a fait des très très beaux dépassements. Il a même résisté à des attaques de Perez, comme Piastri avait fait aussi. Mais Russell a résisté longtemps à Perez, il a donné une bonne bataille. Donc, félicitations à George Russell. La raison pourquoi il a terminé sixième, c'est que Charles Leclerc, ben lui, a eu un week-end à l'image de Ferrari depuis la saison dernière. Ben un week-end de n'importe quoi. Là, les deux Sainz et Leclerc se sont tirés dans le pied entre eux autres. Donc, tu sais, des fois, on entend des gens qui réagissent à des pilotes numéro 1, pilotes numéro 2 dans des écuries. Il y en a qui disent, ben là, pourquoi qu'on favorise un autre plus qu'un autre, ça devrait jouer jeu égal. Mais le problème de Ferrari, c'est ça. C'est qu'on joue jeu égal. Il y a plusieurs problèmes chez Ferrari. Là, je pense qu'il y a un manque de leadership, mais on joue un jeu égal depuis la saison dernière, on décide que il n'y a pas de numéro 1. Fait que la saison dernière, Leclerc se battait pour le championnat, puis on a laissé Sainz gagner à Silverstone, on a laissé Sainz se battre contre lui en Autriche, puis pendant ce temps-là, ben Verstappen se sauvait à l'avant. Et puis cette saison, ben c'est encore le même problème. On veut jouer, tout le monde est égal, tout le monde a les mêmes stratégies, tout le monde joue les choses. Ben là, t'avais Leclerc qui se battait contre Sainz pendant la course. Après ça, ça a créé une espèce d'altercation au micro entre Leclerc et son directeur, son ingénieur. Finalement, on a décidé de dire à Leclerc de rentrer, il était pas content, il a fait de la vitesse dans les pluies, et la loi Murphy, écoute, la boule s'accumule, ça grossit, et on finit que c'était un week-end pas bon, un week-end d'erreur. Alors, ça a donné que la pénalité de 5 secondes, mais ça a permis à George Russell de le devancer au fil d'arrivée, de terminer 6e. Leclerc a dû se contenter de la 7e place, Sainz 8e, Fernando Alonso 9e. Ça n'a pas bien été Aston Martin. On nous avait dit qu'Hongrie serait un bon Grand Prix pour eux. Ça n'a pas été le cas du tout. On l'a même pas vu. On l'a pas vu du week-end. On l'a pas vu de la course dimanche. Ça a été une balade, là. Il a gardé sa position. Il a pas pu attaquer personne. Il a pas pu. Perez a passé à côté de lui comme de rien. Il a même pas voulu nécessairement. Il l'a bloqué peut-être pendant un tour, mais à un moment donné, il l'a laissé passer parce qu'il savait ça ne donnait rien de résister. Donc, il a sécurisé sa 9e place à Fernando Alonso, mais la Aston Martin n'était vraiment pas une voiture, là, pas de ce qu'on nous a habitué depuis le début de l'année. Lance Stroll a réussi à remonter 10e, aller chercher des points. Tant mieux, il avait parti le week-end un peu de travers en se qualifiant derrière la AlphaTauri de Daniel Ricciardo. Il a réussi à rattraper un peu le week-end en venant se positionner juste en arrière de son coéquipier Fernando Alonso. On peut pas vraiment y en demander plus. Alex Albon, 11e. Valtteri Bottas qui partait 7e, finalement 12e. Daniel Ricciardo, 13e. Hülkenberg, 14e. Tsunoda, 15e, qui perd la première manche contre Daniel Ricciardo. Et là, le responsable de tout ce bouleversement-là, un peu de la grille, eh bien, c'est Joe chez Alfa Romeo. Lui qui partait 5e, eh bien, il y a eu un mauvais départ, puis il est venu emboîter l'arrière de la voiture de, si je me rappelle bien, c'est l'arrière de la voiture de Esteban Ocon, puis Esteban Ocon est allé cogner Gasly. Donc, les deux Alpines, coup sur coup, deuxième course d'affilée. Les deux voitures n'ont pas complété l'épreuve. Ça, c'est catastrophique pour l'écurie française qui ont justement un nouveau PDG depuis la semaenne passée. Et à ce moment-là, ben, c'est vraiment pas un bon départ pour le nouveau PDG de voir encore une fois les deux voitures être retirées d'un Grand Prix, même si c'est pas de leur faute. Là, on sait qu'on pouvait pas prévenir ça en tant que tel, mais c'est la malchance qui s'abat sur l'écurie. Gasly, lui, était forcé d'arrêter. Là, la voiture était démantibulée. Puis ça a l'air que selon les rapports, Esteban Ocon, son banc, excusez-moi, il a bien dit, un banc, aurait sectionné en deux. Donc, bien sûr, on peut pas continuer une épreuve avec un banc cassé. Fait que c'est pour ça qu'on a retiré la voiture pour les deux. Alors, là, je continue avec ce que je vous disais. Joe 16e, Magnussen 17e, Logan Sargent qui ne termine pas dernier, mais techniquement dernier, 18e. Et puis les deux voitures, comme je vous disais, les deux Alpines n'ont pas pu compléter la course. C'est Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ont dû se contenter du dernier rang, mais dans le fond, ils n'ont pas terminé. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, ce qui s'est passé aussi, j'avais une question qui est venue de quelqu'un par Messenger. Je ne l'ai pas mis dans les questions à la fin du blog qui me demandait comment ça Sergio Perez a toujours les meilleurs arrêts pluie chez Red Bull. Est-ce que c'est à cause des mécaniciens ou non? C'est les mêmes mécaniciens que Verstappen, mais quand on arrête un arrêt pluie, ce qui est important, c'est d'arrêter dans la bonne section. On a une case où immobiliser la voiture parce que les mécaniciens sont déjà en place, eux, prêts à retirer le pneu. Donc, si on arrête un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, ben, on est obligé de travailler un peu en angle ou sinon on est forcé de se tasser un peu. Donc, on va perdre du temps. Mais les arrêts de Perez, c'est un de ses gros points forts. Il réussit toujours à immobiliser sa voiture exactement dans la bonne case. Mais là, ça nous a donné un arrêt au puits de 1.98 qui était vraiment excellent pour Perez.
Mercedes et donc c'est vraiment venu jouer pour aider là, le bon résultat du week-end chez Red Bull. Donc c'est ce qui conclut la course de dimanche. Maintenant, passons à la période de questions des membres F1 Podcast. La première question nous vient de Sophie de Rimouski qui nous écrit « Félicitations pour votre émission. J'ai commencé à m'intéresser à la Formule 1 avec mon conjoint grâce à la série Netflix Drive to Survive et votre balado poursuit ma familiarisation avec le sport. » Eh bien, merci beaucoup, Sophie. C'est très apprécié comme genre de commentaire. La question de Sophie, croyez-vous que McLaren a été injuste à l'endroit du jeune Oscar Piastri en favorisant Lando Norris pour le point de vue stratégique de la course en Hongrie? Eh bien, Sophie, très bonne question. Vous étiez nombreux à vous interroger là-dessus. J'ai lu certains commentaires. Il y en a qui trouvaient ça injuste. Il y en a qui disaient non, c'est un point de vue stratégique. Eh bien, pour ma part, même si je ne détiens pas toutes les réponses, là, moi, c'est mon opinion. Point final, ce n'est pas nécessairement la réponse pourquoi c'est arrivé. Moi, je pense que non, ce n'était pas injuste. Je pense que c'était simplement un point de vue stratégique. On sait que la stratégie est vraiment fait vraiment partie de la Formule 1. On a même un département qui est dédié, consacré seulement au côté stratégique des courses. Donc, à ce moment-là, ça occupe une très grande place dans une course du dimanche, ainsi que tout le week-end, il y a un point de vue stratégique. Ce qu'on va faire souvent, on va discuter, souvent même dans tous les cas, on va discuter de la stratégie du dimanche avant la course. Qui avait signé le meilleur temps samedi? C'est Lando Norris. Normalement, ce qu'on va faire, et encore là, je dis normalement, mais c'est pas mal dans tous les cas, on va favoriser le pilote qui va partir en avant de la grille. On va lui donner la meilleure stratégie possible. Donc, on va le laisser choisir quelle sorte de stratégie il veut faire. Donc, on ne pouvait pas savoir qu'il se ferait dépasser au départ. Donc, à ce moment-là, on est resté avec ce qu'on avait conclu dans les meetings d'avant-course, de dire que Lando Norris aurait la meilleure stratégie. Donc, si lui a dit « je veux m'arrêter avant, je veux m'arrêter plus tard, je veux que quand vous allez faire les données, vous allez me donner la meilleure stratégie possible ». Donc, on en est tenu à ce qu'on avait promis à Lando Norris. On lui a donné la meilleure stratégie possible. Il y a aussi le fait que Oscar Piastri est une recrue. Lando Norris, on sait déjà ce qu'il va nous donner. On sait qu'il va maintenir le rythme en course. Alors, à ce moment-là, on a décidé de pas mettre nos œufs tous dans le même panier, d'y aller avec deux stratégies séparées. On sait que McLaren, même si la voiture nous prouve de plus en plus qu'elle appartient à se battre à l'avant, mais on a encore des preuves à se faire à nous-mêmes chez l'écurie britannique. Donc, à ce moment-là, on savait pas si Perez allait pas revenir en force. On savait pas si la Mercedes de Lewis Hamilton allait pas être plus puissante. Donc, à ce moment-là, on voulait protéger nos actifs. Alors, on a mis Oscar Piastri sur une stratégie différente. Puis, ça a été payant d'y aller comme ça parce que Lando Norris, qui est notre pilote numéro 1, en qui on sait qu'est-ce qu'il va nous donner, a maintenu le rythme sur toute la course. Piastri a ralenti un peu en milieu de course, a perdu un peu de vitesse à un certain moment. Donc, si on avait décidé d'opter avec la meilleure stratégie, peut-être qu'on aurait perdu beaucoup au cours de la journée. Donc, on a décidé de dire, on a confiance en Lando Norris, Piastri c'est un jeune, on va le mettre dans une position où il peut réussir, mais quand même, on va vraiment mettre nos œufs, notre argent, si on peut dire, sur Lando Norris, qui est notre pilote numéro 1. Ça, en Formule 1, ça fait partie du jeu. Et Oscar Piastri a rendu service. Ça a été une bonne stratégie que McLaren a fait parce que Lando, il a bloqué un peu Sergio Perez. Il a fait perdre quand même beaucoup de temps à Sergio Perez et ce temps-là aurait peut-être servi à Perez pour rejoindre Lando Norris en fin d'épreuve. Donc, à ce moment-là, je pense que ça a été un pari réussi. Mon opinion à moi, non, il n'y a pas eu d'injustice. Je pense que ça fait partie du jeu et c'était simplement un point de vue stratégique de la part de McLaren. La deuxième question nous vient de Luigi de Montréal qui nous demande « Quel est le plus gros problème de Ferrari selon vous? » Eh bien, si j'avais vraiment la réponse, là, je pense que je serais très, très riche et j'aurais un uniforme rouge en ce moment. Et je serais en train d'apprendre l'italien pour pouvoir travailler pour Ferrari. Mais je vais vous dire, de l'extérieur, je pense que qu'est-ce qui est le plus facile à pointer du doigt, selon moi, c'est le manque de leadership. Et oui, je veux pas être trop sévère avec Frédéric Vasseur, il a l'air d'un bon gars, il vient de rentrer en poste. Il faut lui laisser un peu de temps d'implanter son régime, si on peut appeler ça comme ça. Sauf que on a mis Binotto à la porte et je n'étais pas quelqu'un qui voulait garder Binotto, là, loin de là. Je pense que Binotto méritait de se faire montrer la porte bien avant que quand on lui a montré. Là. Surtout, moi, ça aurait été en plein milieu de saison, quand il a pris le temps de dire il y a rien qui cloche avec mon équipe, tout va bien. Quand
le monde au complet savait qu'il y avait de quoi qui clochait chez Ferrari, mais lui, il est en poste, c'est à lui de savoir ça, puis il dit que rien cloche, en tout cas. Ça, c'était son plus gros problème, mais Vasseur semble aller dans la même direction. On n'a pas réglé les problèmes stratégiques chez Ferrari. J'en ai parlé un peu tantôt au cours du week-end, ça me donne des mal de tête juste à y penser encore. Ce qu'on a fait, c'est n'importe quoi. On s'en va dans toutes les directions, autant côté développement, autant côté stratégique, autant qui dirige. T'as Carlos Sainz qui est dans sa voiture, qui lui prend des décisions sur la stratégie. T'as le gars qui a tous les ordinateurs devant lui, qui est payé pour faire ça, qui écoute Sainz, puis oh oui, c'est une bonne idée, oh oui, c'est une bonne idée. Puis je le plains pas parce que Carlos Sainz prend des meilleures décisions présentement dans sa voiture à 300 km/h que toute l'équipe qu'on a avec des ordinateurs devant eux autres qui sont payés pour prendre des décisions stratégiques. Fait que t'as le gars qui roule à 300, qui a aucune donnée devant lui, il sait pas la météo, il sait pas lui, il a juste qu'est-ce qu'il y a dans sa voiture, puis lui il prend des meilleures décisions que le gars qui c'est sa job, en tout cas. Fait que ça montre un peu le problème, mais ça va plus loin que ça. On dirait qu'il y a pas de chef à bord. On dirait que si je pensais que Monsieur Vasseur, Frédéric Vasseur serait capable d'apporter ça. Binotto, ça avait l'air un peu n'importe quoi puis de l'improvisation, puis je trouve que présentement, je suis forcé d'admettre que je trouve que c'est pas assez rigide chez Ferrari. On n'a pas de leader. Si on regarde des écuries qui ont du succès, Toto Wolff, c'est le leader chez Mercedes. Christian Horner, c'est le leader chez Red Bull avec Helmut Marko. Helmut Marko dirige le personnel, puis Christian Horner s'assure que tout fonctionne, que le jello prend ensemble, si on peut appeler ça comme ça. Donc, ça prend des leaders dans ces écuries-là. Tu peux pas... C'est des grosses équipes, il y a plusieurs membres, il y a plusieurs têtes fortes, il y a plusieurs personnes qui ont des bonnes idées. Il faut que tu réussisses à concentrer tous ces gens-là dans la même direction pour amener la voiture, amener l'écurie à aller de l'avant. Puis je suis forcé d'admettre que chez Ferrari, c'est n'importe quoi. Vraiment, comme je vous dis, on dirait qu'on n'a pas encore mis le doigt sur le bobo que le problème, c'est quoi? C'est le problème stratégique. Il y a le problème de développement. Puis en plus, on a l'air encore d'être en train de s'entêter à continuer avec notre idée quand que toutes les écuries qui commencent à avoir du succès. McLaren a passé en avant de Ferrari. Aston Martin avait passé en avant de Ferrari. Puis c'est quoi qu'on a fait chez ces deux écuries-là? Ben, on a copié la Red Bull. On a le budget chez Ferrari. On a l'expertise qu'on commence à se concentrer sur voir ce que Red Bull fait de bien puis l'emmener à notre voiture pour espérer avoir du succès avant qu'il soit trop tard, avant qu'on commence à changer les règlements pour 2026. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas un fan, je ne suis pas un tifosi, mais on réussit à chaque week-end à quand même venir me chercher, à me faire enrager ce que Ferrari fait. Là. Au début, on trouvait ça drôle la saison dernière, mais là, je trouve qu'on est passé ce point-là. C'est vraiment plus drôle de regarder ça. Et je plains les vrais fans Ferrari, là, ceux qui ont les couleurs là, qui saignent rouge et jaune, qui sont des fervents, des tifosi, c'est ça le terme de Ferrari. Eh bien, eux autres, là, ça doit être assez pénible depuis les 2 dernières saisons d'écouter un Grand Prix comme ça. Vous devez avoir un sacré mal de tête rendu au lundi. Et je vous plains. Eh bien, c'est mon opinion à moi. Leadership dans le cas de Ferrari. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 24 juillet. Merci d'avoir choisi F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera vendredi en marge de la séance d'essai libre et de qualification pour le Grand Prix de Belgique qui sera un format sprint pour le week-end prochain. D'ici là, bonne semaine!